Bonjour à tous, après vous avoir parlé de Bagul, qui est le principal méchant des films Sinister, et bien maintenant j'ai décidé de vous parler du ou des messages qui se cachent sous les deux films, en particulier sous le premier. Bref, pour que vous compreniez le message, il faut que je vous parle surtout du personnage d'Ellison Oswalt, qui est le personnage principal du premier Sinister. Alors pour commencer, dans Sinister, on suit principalement Ellison Oswalt, qui est un auteur de romans. Et son dernier grand succès s'appelle Le sang du Kentucky. Et il a été publié 10 ans avant les événements du film. Donc à l'époque, pour écrire ce succès, Ellison s'était obstiné à résoudre une enquête qui n'avait pas été résolue par la police. Mais lui, il a trouvé la clé du mystère. Et grâce à ça, il a trouvé l'inspiration pour son livre. Et ça a bien marché. Très rapidement, il s'est montré fier de son œuvre. Et il a rapidement eu un sentiment de supériorité envers les autres. Il se sentait surtout plus intelligent et plus créatif que le monde qui l'entoure. D'ailleurs, il gardera cette arrogance dans les années qui suivent, même quand il deviendra moins célèbre. Puisque oui, le problème pour Ellison, c'est que dans les 10 années qui suivent, eh bien, il n'a jamais retrouvé le même succès. Après, c'est vrai qu'il a sorti plusieurs livres entre-temps, au moins 2, mais aucun d'entre eux n'a fait la fierté d'Ellison. D'ailleurs, durant des altercations, on lui fait souvent comprendre que la gloire n'est plus d'actualité pour lui, ce qui blesse son ego et augmente sa frustration. Mais un beau jour, il va apprendre qu'une famille a été retrouvée pendue. Et une des filles de la famille a disparu. Cette histoire troublante va interpeller Ellison, au point qu'il va déménager dans la maison où il y a eu ces crimes bizarres. Et en plus, il va cacher cette sinistre histoire de pendaison à ses proches. Donc déjà avec ça, on comprend qu'il est un peu irresponsable, puisqu'il faut se rendre compte qu'il vit avec sa famille dans une maison où 4 personnes ont été retrouvées pendues dans le jardin il y a quelques mois. Et le meurtrier n'a pas été trouvé. Donc en plus du côté glauque de la situation, on peut imaginer que sa famille devient une cible si jamais le meurtrier revient sur les lieux du crime. Mais ça va encore plus loin pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va apprendre que pour l'écriture de certains livres, eh bien Ellison a déjà vécu dans des maisons très proches de scènes de crime. Et une fois, c'est déjà arrivé que lui et sa famille ont été en danger. Donc il n'a pas compris la leçon. Et la deuxième raison qui le rend encore plus irresponsable, c'est qu'Ellison va découvrir des vidéos Super 8 qui montrent des familles se faire assassiner dans des conditions horribles, macabres. Donc il va comprendre qu'il a affaire à un meurtrier qui n'a pas été arrêté et qui en plus s'attaque à des familles qui ont le même profil que la sienne. Sans compter qu'au milieu du film, il va même apprendre que plusieurs des familles mortes sont reliées par rapport aux maisons où ils ont vécu. Et je reprécise que c'est bien au milieu du film qu'il découvre ça pour la première fois, et non à la fin comme on pourrait l'imaginer. Et ça veut dire qu'il a eu du temps pour faire machine arrière, ou du moins pour donner l'alerte. Mais ce ne sera pas le cas, puisqu'il va rester dans la maison en laissant ses proches dans l'ignorance. En fait, on peut limite dire
qu'il sacrifie sa famille pour son futur roman. Sinon, en plus de les mettre en danger de mort, Ellison ne respecte pas toujours ses proches par d'autres moyens. Déjà, quand je dis qu'il prend tout le monde de haut, eh bien c'est aussi valable pour sa famille, puisque par exemple, il fait comprendre à sa femme qu'elle ne le comprend pas lui et l'importance de sa carrière, tout ça. Ou bien on apprend qu'il y a que lui qui voulait déménager. Les autres ne voulaient pas, en priorité Ashley. D'ailleurs, pour parler d'elle, on voit qu'Ellison ne prête pas plus attention que ça à ses dessins ou à ses peintures. Pourtant, lui qui est artiste en quelque sorte, devrait donner plus d'importance au travail d'Ashley. Bon, après, je sais que ce n'est pas du tout le même type d'art, mais quand même. Bref, dès qu'Ellison a emménagé dans la mystérieuse maison, eh bien, il va s'intéresser de plus en plus aux mystérieuses affaires criminelles, au point que ça va devenir une véritable obsession. C'est simple, il ne va penser qu'à ça. Donc son désir absolu de gloire par rapport à son futur roman le rend irresponsable. Et en plus, ça va l'emmener petit à petit dans la folie. Puisque oui, bah déjà il est fou puisqu'il est irresponsable, mais en plus, il apparaît régulièrement fou aux yeux des autres. On voit qu'il perd pied. Par exemple, il se met à boire de l'alcool plus régulièrement, il est aussi plus facilement irritable, et surtout, il va se sentir de plus en plus perdu et effrayé. D'ailleurs, vers la fin du film, la peur va même devancer l'obsession, puisqu'il va décider de partir de la maison flippante. Mais c'est un peu tard cette rédemption, puisque le problème, c'est que le monstre qu'il traquait a pour rituel d'attaquer une famille une fois qu'ils emménagent ailleurs. Ce qui veut dire qu'en déménageant à nouveau, eh bien Ellison poursuit le rituel de Bagoul. Et donc, il va se faire avoir. Puisque oui, Ellison ne s'était pas rendu compte que l'entité démoniaque s'était intéressée à sa fille Ashley. Et le monstre va se servir d'elle pour assassiner le père, donc Ellison, la mère Tracy et le frère Trevor. Et ça, comme j'ai dit, Ellison ne l'avait pas vu venir, malgré ses connaissances. Et ça s'explique en bonne partie par le fait qu'il était trop obsédé par son futur roman. Donc Ellison, en plus de s'être mis volontairement en danger, eh bien, il n'a pas reconnu certains signes d'alerte, ce qu'il a perdu. Donc là où je voulais en venir dès le début, c'est que le film nous fait comprendre que tomber dans l'obsession et délaisser nos proches peut nous perdre. Et perdre nos proches aussi, qui sont des victimes collatérales, les pauvres. D'ailleurs, dans le film, les derniers mots d'Ashley adressés à son père sont ironiques par rapport à ce que j'ai dit, puisqu'elle lui fait comprendre qu'il ne doit pas s'inquiéter, puisqu'il va à nouveau devenir célèbre en étant assassiné. Donc avec cette phrase, on devine une nouvelle fois que la quête de gloire d'Ellison l'a détruit. Sinon, le message du film peut se faire comprendre par un autre point de vue, celui d'Ashley, par exemple. Puisque oui, dès qu'elle emménage dans cette maison où elle ne se sent pas toujours très bien comprise par les autres, et bien là, elle va percevoir Bagoul et les enfants fantômes qui vont s'intéresser à elle, et ils vont lui donner plus d'importance. Donc elle va percevoir ces personnes comme une autre famille. Et elle va se faire avoir. Autre chose intéressante
Ashley s'intéresse à la peinture. Mais à part elle, personne n'y prête plus attention que ça. Mais à la fin du film, on comprend que Bagul la soutient à 100% dans cette passion, puisqu'il la laisse peindre sur les murs avec le sang de sa famille. C'est ironique et diabolique. Maintenant, pour parler de Sinister 2, eh bien, on ne retrouve pas vraiment le message lié à l'obsession. Par contre, on parle de nouveau de l'abandon de ses proches. Puisque oui, dans la famille Collins, on suit beaucoup Dylan, qui a été battu et persécuté par son père. Et sans surprise, tout ça fait que Bagul va s'intéresser à lui, puisqu'il va comprendre qu'il n'est pas bien dans sa peau. C'est donc pour ça que le démon propose à Dylan un autre monde où il pourrait être plus mis en valeur, enfin en apparence. Donc avec ça, on comprend encore une fois que si on ne fait pas trop attention à l'un de nos proches qui se sent un peu perdu, la situation peut dégénérer et on peut le payer très cher. Par contre, Sinister 2 montrera ça de manière bien plus morale que le premier film. Puisque oui, celui qui va mourir avec le sacrifice du sang, c'est le père de famille, donc le méchant. Le pire, c'est qu'avec cet événement, on a l'impression que Bagul apparaît comme un justicier, puisque son rituel a puni celui qui a fait le plus de mal. Sinon, l'autre enfant, Zach, a lui aussi été tué par Bagul. Mais bon, vu qu'il était insupportable durant la deuxième moitié du film, on se sent un peu soulagé après sa mort. Après, pour relativiser, on peut dire que Zachary ne l'a pas totalement mérité, puisqu'à la fin, il était sous l'emprise de Bagul. Mais dans tous les cas, je voulais dire qu'il y a moins de morale dans le premier Sinister. Puisque même si Ellison a été négligent, il n'a pas non plus été un père monstrueux. Donc sa mort et celle de sa famille, qui n'a rien demandé, font plus froid dans le dos. En fait, le premier Sinister apparaît plus comme un conte cruel, puisqu'on n'a pas besoin d'être un monstre pour payer de lourdes conséquences. Sinon, avant de finir, j'avais lu une fois que le film Sinister pouvait dénoncer le fait d'exposer des enfants face à des images violentes. Bon, c'est vrai que ça peut se comprendre par le fait que dans l'histoire, des enfants se font posséder en partie en regardant des images de meurtre, jusqu'à devenir eux-mêmes des meurtriers. Mais en dehors de ça, je trouve qu'on ne peut pas trop développer. Donc je n'ai pas toujours l'impression que le film dénonce beaucoup ça. En plus, j'avoue que par moi-même, j'ai surtout remarqué que le film dénonce l'obsession. Donc j'en reste là, puisque j'ai surtout envie de vous parler de ce que j'ai découvert par moi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le ou les messages concernant les films Sinister. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et pour vous donner un conseil, ne devenez pas obsédé par quoi que ce soit, puisque comme vous l'avez vu, ça peut avoir de lourdes conséquences sur vous-même et sur vos proches. Donc ne faites pas de bêtises.